Bonjour Bonjour. Gilles, excuse-nous pour ce retard. Tu t'es retrouvé à attendre Godot, c'est ça? Ah non, c'est moi qui devenais Godot. Ah, c'est toi On qui devais. annonçait ma venue, mais en réalité, elle était toujours repoussée. Je me permettrais d'intervenir sur 2 choses qui ont été dites, préalablement. D'abord, Denis Oliven n'a pas, fondé la Fnac. Quand il est né, elle avait déjà 40 ans, et si il était trotskiste comme Max Terret et André Hessel, qui sont les fondateurs de la Fnac en 1954, lui s'est contenté d'en être le directeur général plus de 50 ans plus tard. Euh, c'est quand Merci pour même la correction. Mais il avait été quelque un chose directeur important, il avait fait des changements, c'est pour ça que j'avais retenu qu'il un allait petit peu fonder. Mais différent. écoute pas. D'autre part, ce qui a été dit sur Marianne et le JDD, Marianne avait une ligne éditoriale qui était originale et liée à son fondateur et à un certain nombre de journalistes. Le JDD a été racheté et un certain nombre de journalistes sont partis en effet, mais autant on peut regretter la ligne éditoriale de Marianne, autant avoir un regret pour Macron dimanche me paraît quelque chose de très surprenant. Le JDD d'aujourd'hui est bien plus intéressant que le JDD macroniste qui paraissait chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est un journal certes dont on peut ne pas apprécier la ligne politique, ça c'est sûr, mais au moins il dit quelque chose et pas simplement Macron, c'est bien le dimanche, mais toute la semaine, c'est bien aussi. Et là, ben, il dit autre chose, il tient un discours qui ne déplaît pas à son propriétaire, Vincent Bolloré, qui est surtout très proche de celui de CNews et de celui d'Europe 1, puisque c'est le même groupe de presse. On voit d'ailleurs dans ce domaine que le rachat massif en Occident des médias par les financiers est quelque chose qui s'est produit avec essentiellement comme intention de les empêcher de dire des choses désagréables pour le cours de bourse de l'action des financiers concernés. Il y a un économiste français de l'école de la régulation qui s'appelle André Orléans, qui a fait une étude très complète il y a une vingtaine d'années pour démontrer que l'objectif c'était celui-là et que c'était le moyen de gagner de l'argent en perdant de l'argent. Tous ces médias sont ce qu'on appelait jadis, quand on parlait du politiquement incorrect, des danseuses, c'est-à-dire qu'ils perdent autant d'argent qu'on veut, même avec tout l'argent que nos impôts mettent à l'intérieur, ces médias perdent de l'argent. Et donc, pour que ça ait un intérêt pour l'acheteur de ce média, il faut que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent en empêchant de donner des informations qui vont faire baisser le cours de bourse. Alors vous allez dire, mais Monsieur Bolloré, il peut empêcher de faire baisser le cours de bourse de Bolloré, mais il peut dire des horreurs sur le cours de bourse de Monsieur Bouygues. Bah non, parce que à ce moment-là, Monsieur Bouygues, qui a lui-même son groupe de médias, peut dire des horreurs sur Monsieur Bolloré. Et donc, il y a une forme d'équilibre de la terreur entre ces grands opérateurs financiers qui possèdent le moyen de faire chuter le cours de bourse de l'autre, et donc ça conduit à ce que chacun reste dans son créneau. Vous savez qu'il y a des exceptions, si vous me permettez de continuer sur ce sujet qui vous intéressera peut-être. Canal+ vivait par le sport et le cinéma, et soudainement arrive sur le terrain de Canal+, un opérateur télécom qui avait 80 fois son chiffre d'affaires et qui propose 5 ou 6 fois plus pour acheter le sport, c'est France Télécom. Et France Télécom va rafler entièrement le football à Canal+. Dans les journaux des divers groupes, des divers financiers qui considéraient jusqu'ici qu'il fallait respecter
cette loi. Et par exemple, quand Martine Orange, au nom prédisposé, quand Martine Orange fait un article dans Le Monde en disant que la stratégie des dirigeants de France Télécom, qui ne s'appelait pas encore Orange, était discutable et que peut-être ils allaient avoir des problèmes, il y avait 4 pleines pages de publicité de France Télécom, et le lendemain, le chef de rubrique écrivait un très long article pour dire que c'est totalement par erreur qu'une dame avait écrit des choses tout à fait déraisonnables, que la stratégie de France Télécom, c'était une merveille. Et puis, soudainement, ils achètent le football en rompant le gentleman agreement qu'il y a entre tout ce petit monde. Et à ce moment-là, éclate dans les médias la crise des suicides de France Télécom. C'est-à-dire que tous les journaux, les radios, les télés, évidemment d'abord du groupe Canal+, puis ensuite de tous ceux qui sont associés à Canal+, c'est-à-dire à peu près tout le monde à l'époque, car c'est pas encore Bolloré, vont faire de ces suicides qui durent depuis des années à France Télécom un événement, vont faire la crise des suicides, et voilà. Alors, celle-ci s'arrêtera médiatiquement, tout simplement, la semaine où France Télécom rendra le football à Canal+. Probablement, le président avait été bien conseillé. Non, non, c'est très, très intéressant, mais sur le JDD, c'est un choix de Pedro. Je parlais, moi, vraiment de Marianne, Mais et donc, de la ligne de Marianne qui, malheureusement, est un peu perdue et qui était un peu rare. donc, il faut comprendre que les milliardaires n'achètent pas les journaux pour influencer l'opinion. Ils achètent les journaux pour contrôler leur cours de bourse. Alors, ensuite, parce que, en général, ils vivent des commandes gouvernementales, il n'est pas inutile de faire plaisir au gouvernement en disant ce que le gouvernement a envie de lire. Car vous connaissez cet adage, on ne vend pas des canons à l'opposition. Et donc, ça, c'est secondaire. Alors évidemment, ce que nous, consommateurs moyens et citoyens malheureux, nous voyons, c'est que ces gens nous mentent tous les jours pour faire plaisir au gouvernement. Oui, certes, mais c'est pas leur business. Ils le font, c'est un petit peu comme, vous savez, la feuille de salade, quand vous demandez un steak frites, la feuille de salade, elle est là, il y a vraiment une feuille de salade. Mais l'important, c'est le steak et les frites. Et pour les propriétaires de ces journaux, le steak et les frites, c'est pas de vous raconter les bêtises qui plaisent à Macron ou à quelques autres dignitaires. Mais paradoxalement, c'est ce que nous voyons directement et qui nous semble être l'élément marquant. Mais ça ne l'est pas. Ce sont pour d'autres raisons que ces gens perdent, comme Trump, comme les États-Unis perdent des milliards, et ils ont un budget de la défense qui dépasse 500 milliards par an, c'est-à-dire plus d'1 milliard par jour. Ils perdent des milliards pour assurer une influence qui fonctionne de moins en moins bien. Eh bien là, ces gens dépensent des centaines de millions, mais ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement. Alors, par ailleurs, ils font plaisir au gouvernement parce que le gouvernement paye. Il paye des subventions et surtout, il achète beaucoup de choses à ces gens qui, en général, ne font pas que de la presse. Comme un certain propriétaire qui fait de presse, qui fait en même temps des avions de combat, le Rafale, pour ne pas le nommer. Et qui ne vend pas de canons à l'opposition. On ne vend pas des Rafales à l'opposition. Vous comprenez bien pourquoi. On aurait bien besoin, l'opposition, un ou deux Rafales, c'est pratique quand même. Quel que soit son sentiment personnel sur Emmanuel Macron, et je ne veux rien dévoiler ici, je pose cette question, il ne va pas vendre des Rafales à Manon Aubry, et même à sa copine Ursula. Alors, venons-en à nos moutons. Merci pour ces précisions, c'est intéressant. Ce regard sur le fonctionnement
réelle de la presse. Bon, on a un chambardement du monde dont on a déjà parlé la semaine dernière, puisque il a commencé il y a 4 semaines, avec un peu plus de 4 semaines, avec l'entrée à la Maison Blanche de l'administration Trump. Euh, euh, le chambardement qu'on a pu voir avec les déclarations de J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité, qui a traumatisé nos dirigeants européens. Et puis, une chose dont on parle très peu ici, qui pourtant explique tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est lundi, alors que Emmanuel Macron était à Washington, le lundi matin, donc 6 heures avant la conférence de presse qui s'est tellement bien passée, selon nos éditorialistes, où Macron a montré à Trump que tout un tas de choses et sa puissance et tout ça, les États-Unis votaient une résolution avec la Russie et la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU, auquel ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont fait veto, ce qu'ils auraient pu faire. Et en gros, la résolution retirait toute responsabilité de la guerre à la Russie et on pouvait clairement comprendre que les territoires conquis par la Russie étaient déjà perdus. Donc, tout le cirque qui s'en est suivi, à savoir la visite de Zelensky ou de Starmer, ou la conférence de presse avec Emmanuel Macron, c'était pour amuser la galerie. Par contre, ça a beaucoup amusé la galerie, et depuis vendredi, alors là, c'est l'explosion avec cette phase d'armes entre Zelensky et Donald Trump. Mais ce qui m'intéresse, en dehors de savoir qui a fauté dans cette réunion, ce qui est assez secondaire en fait, euh, que va-t-il en être, d'après vous, Gilles, du soutien européen à l'Ukraine? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que les Européens vont se mettre en porte-à-faux par rapport aux Américains? Ou vont-ils plier les gaules et obéir à Washington? Alors vous savez, un homme politique russe qui avait été en exil à Paris et qui est mort il y a 104 ans, disait « Il y a des décennies où il ne se passe rien, et puis il y a des semaines où il se passe plusieurs décennies. » Et c'est exactement ce que disait Lénine qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il se passe des décennies chaque semaine. Le discours de Donald Trump est un discours très intelligent, comme toujours, et qui a donné les termes exacts du débat. Il a dit, si les États-Unis d'Amérique ont des intérêts économiques en Ukraine, croyez bien que toute leur force militaire sera mobilisée pour défendre ces intérêts économiques et qu'ils ne les laisseront pas s'enfuir ni être pris en main par d'autres. Donc, il dit à Zelensky, donnez-nous l'entrée économique dans votre pays, et la seule chose qui nous intéresse, ou plutôt la seule chose qu'on n'a pas encore achetée, ce sont les terres rares, parce que le blé, tout ça, c'est les Américains qui l'ont. Donc la seule chose qu'on n'a pas encore achetée, c'est les terres rares, et la seule chose qui peut vous donner une garantie que nous allons nous intéresser à votre territoire, c'est qu'on va investir des milliards de dollars pour extraire ces terres rares qui sont installées très profondément sur votre territoire et donc qui vont demander des travaux immenses, des investissements immenses. Pensez bien que quand on aura fait ces investissements immenses, on ne va pas les laisser tomber et donc on va les défendre les armes à la main s'il le faut. Et comme votre population et vous-même êtes autour de ces investissements, ça va vous protéger. Mais ce n'est pas pour des raisons de moraline européenne qu'on vous protège parce que c'est gentil. Non, c'est parce qu'on aura un intérêt. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux que la parole de Starmer, de Macron ou d'Ursula von der Leyen. Nous aurons un intérêt réel. Il lui dit ça, et l'autre lui répond « Ah mais moi je veux des vraies garanties ».
Et Vance et Trump lui disent à quel point il est stupide. Les seules vraies garanties, lui disent-ils, c'est le fait qu'on va mettre des milliards chez vous. Alors ils lui redisent tous les deux, quand on aura mis des milliards chez vous, c'est ça la garantie. Et l'autre dit non, je veux pas, je veux des garanties. C'est-à-dire il veut des garanties comme von der Leyen qui lui dit que toute son armée sera derrière lui. Et von der Leyen, elle n'a pas de compétences militaires sur l'Union européenne, elle n'a été élue par personne, elle n'a même pas un char allemand. Et en Allemagne, elle est perclue de scandales pour son passage au ministère de la Défense, donc l'état-major ne l'aime pas. Donc voilà, cet homme-là, on ne va pas croire ce que dit Poutine, qui dit qu'il vit dans un monde parallèle fait de psychotropes, mais il vit dans un monde parallèle fait de dirigeants européens qui racontent ce qui leur passe par la tête. Donc, il est allé, et Trump et Vance pensaient sincèrement qu'il allait pour signer l'accord sur les terres rares. Et il y est allé, et il a dit, moi je signe pas, je veux des garanties avant. Et Trump et Vance considéraient que les garanties, elles étaient dans l'accord, parce que c'est l'investissement américain qui est la garantie. Donc, ils ont compris que ce qu'ils voulaient, c'était les humilier en faisant gagner moralement les dirigeants européens sur Trump. Ça, c'est pas possible. Les marionnettes qui renversent le marionnettiste, on ne voit ça que dans les délires des gens qui prennent des psychotropes, malheureusement. Je ne veux pas parler comme Poutine, mais les marionnettes qui renversent le marionnettiste, ça se voit que sur la scène du théâtre, quand on raconte quelque chose d'autre. Alors, ensuite, la réunion dimanche est quelque chose de tout à fait irréaliste. Nous avons des gens qui disent qu'ils vont faire la guerre et imposer la guerre. C'était drôle quand même. C'était un spectacle quand même très, très amusant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez... J'ai été saisi de tristesse, j'ai dit tous ces hommes qui partent au front, ces femmes qui partent au front, combien reviendront vivants, hein? Vous savez, on sait comment, quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa besace son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la chance. Et puis voilà, c'est Francis Lemarque, ça s'appelle Quand un soldat. Et donc on pense à eux, on les voit partir la fleur au fusil et en disant Nacht Moscou, mais combien reviendront vivants de cette guerre? On voit cette photo, c'est triste, on regardera demain combien sont encore à cette place. Alors peut-être seront pas peut-être ils seront encore vivants. En tout cas, on ne sait pas s'ils seront encore dirigeants longtemps, parce que là, ils sortent de la réalité complètement. Ils veulent faire la guerre avec des armes sur lesquelles Trump a le contrôle. Et seul. Les seuls qui ont des armes, les seuls qui ont des armes sur lesquelles Trump n'a pas le contrôle, ce sont les Français. Mais leur capacité d'action est très limitée et la volonté permanente d'Emmanuel Macron de se soumettre aux États-Unis ou à l'Union européenne ou à n'importe quelle force qui passerait, fait que de toute façon, on n'en fera rien. Mais le problème, c'est que, on peut à la limite comprendre Zelensky, qui est un comédien et qui est une sorte de bouchon qui va là où le courant lui dit d'aller, qui ne comprend pas très bien, et puis qui vient de passer 3 ans dans les vapeurs des Européens et des néocons, qui lui expliquent qu'il est extraordinaire, fantastique, qu'il est la réincarnation de Churchill et de Gaulle. Ça continue, et donc bon, voilà, il est un peu drogué à l'hubris européen. Mais il a même fait le festival de Cannes. Voilà, même le festival de Cannes. Mais les dirigeants européens, quel que soit le mal qu'on pense de Madame von der Leyen et de Emmanuel Macron, néanmoins savent cela.
Alors, le patron de Rheinmetall a dit cette semaine, c'est un peu passé sous les radars, mais le patron de Rheinmetall, donc une grande multinationale allemande de production d'armes et en particulier de munitions, qui a installé 3 usines en Ukraine, a dit: «Mais il n'y a plus de munitions et d'armes sur les étagères en Europe». Donc c'est l'entêtement qui est étonnant parce que visiblement, il voit bien que ça énerve le marionnettiste, comme vous dites, c'est-à-dire Donald Trump. Est-ce que, il ne joue pas un peu trop avec la ligne rouge de l'énervement, du marionnettiste comme Zelensky l'a fait? Alors Zelensky n'a pas très bien compris ce qui se passait et il a cru qu'il pouvait parler comme ça dans le bureau, ovale. Est-ce que les Européens ne vont pas se prendre un vent de Washington? S'il continue. Il y a déjà C'est-à-dire une eu sortie de l'OTAN, par exemple. il y a déjà eu un échange amusant entre Starmer, le Premier ministre britannique, et Donald Trump. Starmer dit: «Nous allons nous battre contre la Russie», et Trump l'interrompt et lui dit: «Vous pensez que le Royaume-Uni peut battre militairement la Russie si nous ne sommes pas là?» Et Starmer a un petit rire nerveux qui dit à quel point il se rend compte qu'il vient de dire une grosse bêtise. Alors, il faut regarder que dimanche, qu'ont dit les Européens? On paye, on discute pas, on paye, Trump. On va payer. On va augmenter nos budgets de la défense, mais comme pas permis. Et comme aucun fabricant d'armes européen n'est capable de suivre cette augmentation, on va acheter sur étagère chez le seul qui est tout sur étagère, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Donc Trump avait dit: je demande aux Européens de doubler leur budget de la défense. Les Européens se réunissent et disent Trump est un méchant, on va doubler notre budget de la défense. Oui, donc on fait ce que veut Trump. Et ça fait déjà 10 jours, même 15 jours, qu'on sait qu'ils vont faire ce que veut Trump dans ce domaine. Donc, premièrement, on prend des grands airs pour dire non, je ne suis pas celle que vous croyez. Et on dit en même temps, baisse un peu l'abat-jour, ferme la porte. Bon. Et ça, c'est le premier élément, c'est la chose tangible. Ensuite, c'est se mettre plus que jamais sous la coupe des États-Unis, puisqu'ils sont tous autour du patron de l'OTAN. Non, pas du patron, du secrétaire général, du numéro 2. Le numéro 1 s'appelle Donald J. Trump. Donc, en réalité, c'est un appel au secours à Trump pour lui dire trouvez le moyen de nous permettre de sortir la tête haute par rapport à nos opinions d'un piège dans lequel votre prédécesseur nous a mis, et on n'y est pour rien. Nous, on a été les petits soldats du président des États-Unis, le président change, aidez-nous à passer ce cap difficile. Et donc, le message de cette réunion, c'est le message apparent, c'est on veut la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Bon, Totalen Krieg. Bon, mais le message réel, c'est aidez-nous à sortir du piège dans lequel nous a mis notre soutien débridé à Kamala Harris, donc soyez sûr qu'on était absolument certain qu'elle gagnerait, sinon on n'aurait pas fait tout ça. Car vous savez, nous ne sommes pas mus par des convictions, nous allons là où on nous dit d'aller, nous sommes des marionnettes. Mais il faut que le scénario nous aide à sortir. Donc vous ne croyez pas, Gilles, qu'il y ait une possibilité d'entêtement des dirigeants européens et qu'ils, d'une manière ou d'une autre, tentent de soutenir pauvrement comme ils peuvent Kiev, par exemple en achetant du matériel militaire aux Américains, qui seraient bien ravis de vendre du matériel militaire s'il est payé par les Européens et mon Dieu qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, s'ils veulent le donner aux Ukrainiens, mais qu'ils le donnent aux Ukrainiens. Est-ce qu'on ne peut pas se diriger vers cette option-là? C'est justement ça qui est pas possible.
de faire ce qu'on veut du matériel militaire américain, c'est pas possible, car les matériels américains, comme les autres, est à double clé. Une clé dans les mains du propriétaire, une clé dans les mains du constructeur. Vous savez, c'est pareil pour le matériel français, hein. Ne vous trompez pas, le matériel français, quand il est vendu avec un certain nombre de spécificités et de spécifications et de capacités à des gens qui sont dans des situations données, et donc on leur vend ce matériel, mais si la situation change et que ces gens se mettent à être dans des positions politiques ou stratégiques différentes, à ce moment-là, les capacités de leur matériel sont plus les mêmes. Hein, vous avez des missiles qui peuvent toucher à 1 mètre près la cible, en fonction de considérations politiques et stratégiques, ça peut devenir 20 mètres. Et malheureusement, c'est les 19 mauvais qui vont être privilégiés. C'est bien triste. Tout le monde fait ça. Et c'est pour ça que C'est on pourquoi, rappelait c'est peut-être pourquoi la entendu. France, c'est pourquoi la France, notamment sous l'impulsion du général de Gaulle, a voulu avoir son propre matériel, parce que elle fait ce qu'elle veut avec son matériel, sauf lorsque elle décide de mettre dans son matériel des produits américains contrôlés par les États-Unis. Ainsi, par exemple, sur notre porte-avions, quand les Américains ne veulent pas que les avions décollent, ils n'ont qu'un bouton à appuyer, puisque maintenant, nos porte-avions décollent, nos avions sur le porte-avions décollent avec un dispositif américain. Certes, il est plus efficace, plus rapide et moins coûteux que le dispositif français précédent. Il donne simplement la clé du porte-avions aux Américains. C'est très, très juste ce que vous dites. Peu de gens le comprennent. C'est pour ça qu'on a fait, juste avant de vous faire la rentrée, la liste des nombreux pays européens qui ont acheté des F-35. J'ai entendu ça, oui. Que ce soit des casseroles ou pas des casseroles, c'est secondaire. Le système de décollage et d'utilisation des systèmes d'armes sur le F-35 est rebooté tous les 3 jours. C'est-à-dire que là, c'est carrément, l'avion ne décolle pas si le Pentagone ne dit pas oui. Bien entendu. Contrôle extrême, extrême. Bien entendu. Et croyez bien que l'OTAN ne fait que ce que Donald Trump autorise. Et si vous avez suivi les propos du secrétaire général de l'OTAN, il était sur la photo des va-t-en-guerre, il était sur toutes les photos, vraiment, on va y aller, on va les buter, on sera à Moscou, on va faire du regime change, on va tout faire. Il était sur toutes ces photos. Mais son intervention était extraordinairement mesurée. Elle était de dire l'OTAN doit prendre en compte la nouvelle situation. Alors, la nouvelle situation pour Macron, c'est on se bat, on y va. La nouvelle situation pour l'OTAN, c'est Trump le patron. Alors, les mêmes mots peuvent dire des choses très différentes selon l'oreille qui les écoute. Alors, ce qui est la folie furieuse, c'est la presse française qui, elle, vit dans un autre monde et qui, alors que les canards courent sur la falaise, ont dépassé le bout de la falaise et sont au-dessus de la mer, au-dessus du vide, la presse française cadre bien en plan américain pour qu'on ne voit pas que les jambes sont dans le vide et nous fait croire que la course se poursuit et qu'on va gagner. C'est effectivement sidérant. J'avoue que j'ai eu un peu de Schadenfreude, comme on dit, en écoutant Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, parce que cet ancien Premier ministre des Pays-Bas était sûrement un des plus va-t-en-guerre qu'on puisse imaginer. Et donc, il a dû avaler une longue couleuvre et dire ce que Washington lui disait de dire. C'était tout à fait clair et assez intéressant comme revirement qui explique bien qui contrôle l'OTAN au cas où ce ne serait pas clair. Mais visiblement, effectivement, c'est pas très clair pour tous nos éditorialistes qui, eux, ont certaines difficultés à comprendre la réalité. Gilles, d'après vous, jusqu'à quel point, pour des accords plus larges, profonds avec la Russie
Et un peu en termes d'excuses, pourrait-on dire, je parlais de gestes d'amour, c'est une parodie évidemment. Mais pensez-vous que Donald Trump, a, sacrifié l'Ukraine aux Russes? C'est-à-dire, dans les discussions, vous pensez qu'ils ont mis la ligne où? Dans une sorte de mini Yalta qu'ils ont commencé, où ils Bon, ont mis la ligne, disant: «Bah, là, c'est tout ça, c'est à vous, l'autre côté, ça sera partagé entre les nos bouffons européens et nous». rien pour les bouffons européens, rien. Nous sommes dans ce qu'un philosophe du 19e siècle appelait les eaux glacées du calcul égoïste. Pour Trump, contrairement aux dirigeants européens, Vladimir Poutine n'est pas un dictateur communiste sanguinaire qui veut imposer la fin de la propriété privée, un système soviétique social et politique et économique à l'Europe, parce que c'est simplement fou. Trump n'est pas un communiste. Poutine la Russie n'est pas l'URSS. La Russie est un État capitaliste avec certes des intérêts capitalistes différents des États-Unis, comme l'Inde est un État capitaliste qui a des intérêts différents des États-Unis. Et ce n'est pas un satellite des États-Unis, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas la France. Bon, mais pour Poutine, c'est un partenaire commercial. S'affronter à lui coûte très cher et on ne peut pas gagner parce que c'est le plus grand territoire de la planète. Donc de toute façon, il sera toujours là. L'idée des néoconservateurs et leurs amis européens qu'on va la couper en 12 pays est une idée idiote. Ça n'existera pas. Donc, on a un partenaire et un concurrent. Un partenaire et un concurrent. Donc, on fait du business avec lui. C'est tout. Donc, évidemment, on se réconcilie, et pour se réconcilier, on aplanit tout ce qui pose problème. C'est-à-dire tous les nains de jardin qui piétinent les fleurs dans le jardin, on les liquide, ou du moins, on liquide leurs intérêts. Donc, il n'y aura rien pour les Européens dans cette affaire. Rien du tout. Et le groupe Bouygues qui dit que l'Ukraine a gagné intégralement et que l'armée russe est morte depuis le deuxième jour de l'entrée des troupes russes en espérant être partenaire par sa maison mère de reconstruction, avoir les gros contrats de la reconstruction de l'Ukraine, je pense que LCI peut dire dès maintenant vive la paix, parce que de toute façon, le groupe Bouygues a perdu les contrats. Il n'y aura rien. Rien. Il n'a pas de raison, Trump. Il n'est pas en face d'un partenaire économique qui peut être un concurrent, qui peut être un partenaire, qui peut être dangereux comme la Russie. Il est en face de nains dont son prédécesseur a brisé la force économique en leur faisant prendre des sanctions contre la Russie, ce qui a brisé la dynamique économique de l'Allemagne, ce qui a continué de faire reculer l'économie et l'industrie française, et qui n'a pas aidé les Anglais. Donc, il est dans une situation où il ne leur doit rien. Ces gens se sont engagés corps et âme pour sa concurrente et l'ont insulté pendant des mois de campagne. Il ne leur doit rien, il ne leur donnera rien. En revanche, il donnera tout ce qu'il faut à Poutine pour que les choses se passent bien entre eux. Il s'agit d'une sorte de Yalta commercial, financier, capitalistique et géopolitique. Là-dedans, il y en a un qui n'est pas invité, c'est la bande de Bruxelles et de Davos. Donc ça pourrait aller très, très loin, en territoire, ukrainien. Je pense à Odessa, le Dniepr. Les Américains s'en moquent. Leur problème n'est pas là. Quelle est la question pour les Américains que Odessa soit russe ou pas? Ils s'en fichent. Dans le regard qu'ont les dirigeants américains d'aujourd'hui, ça n'a pas grande importance.
de toute façon, ils savent très bien que aujourd'hui, à l'instant T, s'il y avait une conflagration majeure avec les Russes, les Russes l'emporteraient. Ils le savent. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, c'est pas un problème. Il faut juste savoir qu'à ce moment-là, il faut pas aller chatouiller l'ours russe et qu'il faut à ce moment-là trouver les voies et les moyens d'une coexistence pacifique et en l'occurrence là économique, puisqu'il n'y a pas deux systèmes, il y a un seul système qui est le système capitaliste. Ensuite, dans le même temps, Trump va pousser les feux pour que les États-Unis retrouvent une supériorité technologique du point de vue des armes. Alors, à ce moment-là, il pourra être un peu plus gourmand. Mais là encore, il sait très bien que s'ils perdent leur argent et leurs moyens à se battre contre la Russie, c'est les BRICS qui vont leur manger la laine sur le dos. C'est-à-dire les Chinois, les Brésiliens, etc. Il me semble que c'était le général Montgomery qui, dans une adresse qu'il avait faite au début des années 60 à la Chambre des Lords, avait dit que la première règle de la guerre, dans la première page du livre sur la guerre, c'est « Vous n'allez pas en guerre contre la Russie ». Et personne n'a gagné contre eux jusqu'ici. Oui, c'est sûr. Ils ont beaucoup souffert, mais personne n'a gagné. Puis de toute façon, maintenant, ils sont la première puissance nucléaire et ils ont un avantage pour le moment stratégique sur les vecteurs hypersoniques qui fait que toute personne équilibrée et intelligente à Washington se gagnerait du temps pour équilibrer les vecteurs et avoir aussi du missile hypersonique et qu'en attendant, c'est pas la peine de les énerver de trop. Ils ont déjà été bien énervés comme ça. Et il vaut mieux leur donner un pot de miel pour qu'ils soient un peu contents, l'ours. Voilà. Et pourtant, là, ce week-end, on n'en a pas parlé. Je vais le faire, moi, tout à l'heure, mais dans une émission spéciale sur la Roumanie. Mais en Roumanie, il se passe des choses. Étonnamment, dans nos médias, j'ai bien regardé, ils n'ont pas vu les manifestations massives en Grèce, ni les manifestations très très importantes en Roumanie après l'arrestation de Georgescu, je crois, c'est son nom. Ils ont vu la guerre qui monte à Londres, on ne peut pas tout voir. Non, nous avons des médias qui sont dans la désinformation à un degré rarement connu. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des médias qui paraissaient avec une une entièrement noire parce que la censure avait décidé d'interdire l'article ou les articles. Mais au moins, on voyait que ce qui il avait été essayé d'écrire un peu de vérité. Ça avait abouti à ce que la première page soit noire et que parfois des pages intérieures étaient entièrement noires. Mais il y avait eu le souci d'essayer de dire quelque chose qui se rapproche du réel. Rien de tel aujourd'hui. Alors on a Idoubs qui nous écrit « Napoléon est quand même allé jusqu'à Moscou ». Et d'ailleurs, les Russes respectent beaucoup les Français pour cet exploit qui a quand même coûté très très cher. Hein. Ils ne l'auraient pas fait. On l'oublie assez. C'est un très grand succès de la diplomatie britannique que d'avoir réussi à convaincre Alexandre Ier d'aller en guerre avec la Russie, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir la perte de la grande armée dans la Russie, et ils ont très très bien travaillé. Il est allé jusqu'à Moscou, mais enfin la retraite du Russie a coûté affreusement cher. C'est ça, exactement. Affreusement cher. Et on ne sait pas que c'est la Russie qui a sauvé la France au traité de Vienne en 1815, car les autres coalisés, en particulier les Anglais, voulaient beaucoup plus couper dans les frontières de la France. C'est la Russie qui a souhaité qu'il y ait une conservation d'un équilibre. Mais bon, on rentre dans l'histoire de la géopolitique mondiale. Donc je revenais sur la Roumanie, parce que là on a des gens de l'ancien monde, hein, qui visiblement n'ont pas compris qu'il y avait un changement radical, qui font tout ce qu'il faut pour interdire à un candidat qui n'est pas conforme à ce qu'on pense à Bruxelles,
de ne pas se présenter ou de perdre. Voilà. Donc il y a eu l'annulation d'une élection où ce monsieur était arrivé premier, donc ça c'est pas bien. Donc là on a carrément annulé une élection. On a vu que c'était complètement ridicule. La raison pour laquelle ça a été annulé par la Cour constitutionnelle qui visiblement reçoit directement des coups de fil depuis Bruxelles. Et là, ils l'ont arrêté le jour où il devait déposer sa candidature pour l'élection justement annulée qui a été reportée au mois de mai. Et lui, il a appelé Donald Trump. Que pensez-vous, Gilles, qui va se passer en Roumanie après que Georgescu ait passé un coup de fil à Donald Trump? Alors, je vais vous dire, justement, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas prévoir, parce que ce sont ces choses qui vont nous dire l'avenir. On va voir si Donald Trump, qui a déjà dit tout le bien qu'il pensait de ce candidat, va s'engager pour lui et dire publiquement son soutien, auquel cas il va être très difficile, s'il a le soutien de la population et des États-Unis d'Amérique, de le mettre en prison plutôt qu'à la présidence, ou bien Donald Trump va considérer que il ne veut pas la mort du pécheur et qu'il va laisser encore un espace de jeu aux nains de jardin parce que c'est un homme d'affaires. Il regarde ce qui coûte le plus cher. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Bon, alors, voilà, il y a des choses qui coûtent cher, qui peuvent coûter cher, c'est de s'affronter trop avec les Français, les Anglais et les Allemands, même si on va les faire taire, ça peut prendre de l'argent. Alors, on peut faire des petites piques. Vous avez vu la une d'El Moudjahid hier avec l'ambassadrice des États-Unis qui dit au président Tebboune, jamais les USA n'ont été plus proches et plus amis de l'Algérie. Vous comprenez que le message est adressé à Macron très directement. Donc, voilà, en Algérie, on fait ça contre Macron parce que ce n'est que contre Macron. Alors, vous savez que les dirigeants italiens sont allés dire la même chose en Algérie il y a 15 jours. Donc, il ne se fâche pas avec tout le monde, il poursuit simplement sa guerre avec Macron. L'affaire roumaine, ce serait plus fort. Donc, c'est très intéressant à suivre, justement, l'affaire roumaine. Puis il me semble que les États-Unis, alors je ne sais pas si il va continuer ce projet, mais ont le projet de construire une très très grande base militaire en Roumanie. Censée être la plus grande. Or, comme il est en train de parler de retrait éventuellement des troupes américaines jusqu'à sur la ligne où ils étaient en 1997, la base en Roumanie ne sert pas à grand-chose, enfin, n'aura pas de sens. La base en Roumanie n'a pas été conçue par l'administration Trump. D'accord. Je crois que nous pouvons observer là jusqu'à quel point l'impuissance des dirigeants européens est totale, ou bien que Trump leur laisse un espace de jeu. Concernant le fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est sorti du rassemblement de ce que vous qualifiez les nains de jardin à Londres, c'est qu'ils sont d'accord avec Trump à la fin et qu'ils vont payer plus pour acheter plus de matériel militaire américain. Bon. C'est la grande résolution qui est sortie de Lancaster House. Pour la France, comment ça marche selon vous? Avec le déficit qu'on a, la balance commerciale qui visiblement continue à se creuser de manière négative, de manière inexorable,
et déjà la nécessité de faire des coupes claires dans beaucoup de budgets de l'État. Où diable vont-ils trouver Lelouch, l'argent pour dépenser plus pour la défense? Sans que ça, Lelouch, ça rende les choses impossibles socialement en France, bien évidemment. non, Pierre Lelouch vous a dit quoi faire. Il l'a écrit dans Marianne. On supprime 900 milliards de dépenses sociales et voilà. Oui, bien sûr, 900 milliards de dépenses sociales, mais il est possible que les Français ne Plus de trouvent pas ça très chômage, intéressant. plus de chômage, plus de retraite, plus de chômage, plus de retraite, plus de RSA, et en avant. Alors, il y a une difficulté. Les industriels français ont déjà dit on ne peut pas fournir. Donc, il faudra, nous aussi, acheter des F-35 avec l'argent des retraites, du chômage, du RSA. Oui, mais à votre avis, vous pensez que ça pourrait passer? C'est assez peu probable que les Français laissent faire, euh, surtout pour cet objectif complètement stérile. Accumuler du matériel militaire américain qui ne sera pas utilisé. Là, on est vraiment dans la dépense absurde. Logiquement, les gouvernants français ne devraient pas s'engager dans cette voie absurde. Mais vous avez vu qu'ils n'ont pas peur de l'absurde. Et puis, ils ont cette spécificité d'avoir un Parlement intégralement dévoué pour eux. Certes, le Parlement est divisé. Certes, les députés s'invectivent, sont au bord d'être d'en venir aux mains chaque jour à l'Assemblée nationale. Mais c'est parce qu'ils sont d'accord sur tout. Et donc, quand on est d'accord sur tout, la seule chose qui reste, c'est qui va profiter de la manne. Et c'est pour ça qu'ils s'entretuent. Y en a-t-il un qui dit l'Union européenne, maintenant c'est une folie, il faut arrêter l'Union européenne, soit en sortir, soit arrêter, soit... Il y en a un qui dit ça? Vous avez entendu? Vous avez tendu l'oreille? Non, pas un seul. Et c'est intéressant Et d'ailleurs. il y en Pourquoi ils a disent un pas? qui dit l'OTAN, il faut en ressortir. On est entré il y a une vingtaine d'années, le bilan est négatif, il faut en ressortir. Est-ce qu'il y en a un qui vous dit ça? Vous avez entendu? Non. Est-ce qu'il y en a un qui dit la guerre en Ukraine, il faut y mettre fin? Non. Est-ce qu'il y en a un qui vous dit dimanche, c'est une faribole qui s'est tenue, il faut arrêter avec ces folies? Non. Vous avez un Parlement qui est unanime derrière ce qu'il y a de plus fou dans le discours de Macron. Pour le reste, Mais comment ça se fait? Parce que, d'après vous, parce que on a vu même Ruffin, François Ruffin, bon, vous avez qui vu? n'est pas spécialement un champion en géopolitique, qui tout à coup, oh, on va rester avec les Ukrainiens et se battre jusqu'au bout. Oui, oui, Et donc il se met derrière Ruffin rejoint l'Espagne. BHL. Ruffin rejoint BHL sur la ligne de front. La Vierge les protège. Mais Comme peut-être avez-vous un avis sur. Il y a quelque temps, ou alors que c'était plus difficile, Marine Le Pen parlait de quitter l'UE, de quitter l'euro. Et Jean-Luc Mélenchon, en 2017, pour la campagne de 2017, je m'en souviens, puisque j'étais aux premières loges sur les questions internationales, fort intelligemment disait pendant les débats, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Nous, on doit quitter l'OTAN. Sinon, s'il n'y a pas cette architecture de sécurité, les conflits vont repartir de plus belle, et d'abord en Ukraine. Visiblement, ils avaient une tête à une époque, ces deux-là, donc le spectre de l'espace politique. Comment se fait-il qu'ils l'ont perdu alors même que maintenant l'Union européenne est plutôt en grande difficulté et pas très appréciée par beaucoup de citoyens? ils sont victimes du syndrome de Lionel Jospin. Lionel Jospin, dans une réunion de ministres, c'était dans la cohabitation, donc il y avait des réunions de ministres sans le président. Dans une réunion de ministres, un ministre qui lui propose une stratégie originale, qui lui semble conforme à l'intérêt de la France,
Lionel Jospin répond, mais on ne peut pas gouverner contre le monde. Comprenez pas le monde entier, comprenez le quotidien du soir, le monde. On ne peut pas gouverner contre le monde. Et à partir de là, s'est engagé un changement de politique qui a conduit à la démission de ce ministre d'ailleurs, dans lequel Lionel Jospin a progressivement renoncé à tout ce qui était le programme de la gauche plurielle qui l'avait conduit au gouvernement, pour adopter l'ensemble des discours de Davos, poliment formulés, mais adopter tout cela en disant c'est la condition pour être président. Et tout son entourage, tous les petits marquis de l'hôtel Matignon disaient maintenant il faut rentrer dans le rang. Si tu veux être président, il faut dire ce que dit le président, c'est-à-dire il faut être dans la ligne de Davos, pour être clair. Et Lionel Jospin l'a fait. Il n'était même pas au second tour. C'est le même syndrome qui touche Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a cessé de raboter les spécificités qui lui ont apporté le vote ouvrier, employé et populaire. Certes, en face, il n'y a rien. Donc, ça tient encore un peu. Mais pour peu qu'en face, il y ait un petit peu quelque chose, qu'est-ce qu'elle apporte maintenant de neuf? Certes, un coup de balai, un sang neuf, et le fait qu'elle n'a jamais gouverné. Mais sinon, sur quoi elle rompt? Regardez, pourquoi tous ces gens qui savent prévoir l'avenir, avaient jugé que la victoire de Kamala Harris était absolument certaine, c'est parce que Trump était en rupture avec tout ce logiciel de Davos et que le vote irait vers ceux qui sont dans le cercle de la raison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont choisi celui qui représentait le changement parce que ce cercle de la raison, ils n'en veulent plus, au moins majoritairement. Alors, il y a une question dans le chat que je vais vous retrouver dans un instant. La voici. Elle est régulièrement posée. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez, Gilles. Et Gilles est un incroyable pince sans rire. Il devrait faire du stand-up. Beaucoup vous apprécient. Et oui, enfin, j'ai essayé de faire vous faites, si vous faites ici, je suis suffisamment mauvais en politique pour finir à faire du stand-up, c'est une appréciation que je reçois humblement. non, il y a justement des gens qui savent exprimer les choses en faisant sourire, tout en illustrant la nullité des autres, ce que vous faites extrêmement bien. Je pense que c'est dans ce sens-là que vous ne proposez pas d'être une carrière d'humoriste, mais Vous trompez, Georges. d'exprimer ce que vous faites ici de manière plus générale, plus souvent. Vous vous trompez, Georges. Je suis tout en bienveillance. Donc, il y avait une question. Oui, c'était la question, c'est pourquoi est-ce que en fait, il y a plein de gens qui vous découvrent, et pourquoi vous ne faites pas cela plus souvent, car ça permet, avec une touche d'humour, de pince sans rire, de montrer la réalité politique et géopolitique, ce que ne sont pas capables de faire la plupart de nos politiques. Pedro m'écrit quelque chose. Vous allez découvrir, si vous ne le savez pas encore, que ça n'est pas celui qui est invité par l'organisme qui fait de la télévision qui décide de son invitation, c'est l'organisme qui fait de la télévision qui invite. Vous avez la bonté de m'inviter, je viens. CLCI tirant le bilan de
sa politique depuis 3 ans, décide de m'inviter, je viens. Mais pour l'instant, je suis invité sur des chaînes étrangères, d'ailleurs souvent très différentes, une chaîne proche des États-Unis au Proche-Orient qui m'invite régulièrement, ou RT en français qui m'invite aussi régulièrement. Eh bien, nous, on vous invite régulièrement et c'est extrêmement intéressant. Pour revenir sur notre sujet du jour, comment voyez-vous le déroulement des événements sur le front en Ukraine, compte tenu de ce qu'il se passe? Parce qu'apparemment, les Ukrainiens, enfin les Américains sont en train de lâcher totalement les Ukrainiens sur plusieurs aspects. Des gens très renseignés à Washington me disent que l'ordre a été donné de retirer les alors je m'excuse, j'aime pas faire ça, mais je vais devoir le faire. Est-ce que Pedro, tu peux arrêter d'envoyer des messages? Parce que, en fait, ça déconcentre totalement et on peut pas faire d'émission. Donc, si c'est possible, ça serait génial. Il y a d'autres canaux que celui-là, et est-ce que c'est impossible à comprendre et parler en même temps? Ça fait faire que des bêtises. Désolé, Gilles. Donc, je disais, apparemment, la CIA retirerait ses opératifs sur le sol, sur ordre du président des États-Unis. Il a été annoncé et confirmé qu'il ne réparerait plus les centrales électriques. Enfin, il n'y aura plus d'aide à la réparation des centrales en Ukraine. Et sûrement, la question se pose, est-ce qu'ils vont retirer leur aide en termes de renseignement militaire, ce qui, bon, pour le coup, serait une catastrophe totale pour l'armée ukrainienne, voire est-ce que Elon Musk ne débrancherait pas Starlink, ce qui là paralyserait y compris totalement les dronistes ukrainiens. Est-ce que c'est là qu'on se dirige vers ça ou pas? Vous avez entendu Emmanuel Macron? Non, vous n'avez pas entendu. Vous êtes comme tous ces gens qui pensent que un comédien, ce qui compte, c'est la grande scène du 2. Non, non. Ce qui compte aussi, c'est la petite scène dans un coin où on dit finalement Suzon, on pourrait bien la marier à un vieux marquis et ça renflouerait la famille. Il a dit qu'il voulait la paix. Et il a dit tout le dimanche qu'il fallait la guerre totale. Puis il a, dimanche soir, hier soir, il faut la paix. Alors, il n'a pas dit, comme von der Leyen, il faut la paix par la force, qui est la seule paix acceptable. Bon, von der Leyen, elle peut parler de la force, hein, avec tout ce qu'elle a derrière comme corps d'armée. Mais il a dit il faut la paix. Et alors, il a dit qu'il voulait prendre l'initiative d'une trêve pour la paix. Bon, alors, il a dit aux autres qu'il fallait une trêve pour pouvoir envoyer des armes en très grande quantité et refaire l'armée ukrainienne pour qu'ils puissent mettre la pâtée aux Russes. Mais croyez-vous que les Russes vont accepter une trêve qui servirait à leur mettre la pâtée? D'abord, les Européens n'ont pas les armes pour le faire, ni la capacité. Mais donc, il y a un double discours total et permanent de ces gens qui ne cherchent qu'à sortir du piège dans lequel ils se sont mis avec le président précédent. Hein. Et donc, sur le terrain, si Musk veut vraiment faire un geste, il coupe Starlink. Plus de drones, plus de communication, c'est fini. L'affaire est terminée. C'est une sorte de cessez-le-feu unilatéral du côté ukrainien. Il y a en ce moment des discussions entre Russes et Américains. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se disent, je suis bon or que vous non plus, mais je crois que tous les jours, ils se disent des choses très importantes et qu'ils abordent
un par un les sujets les plus décisifs pour la géopolitique des années qui viennent. Et que dans le silence, parce que ces gens-là ne sont pas BHL ni Ruffin, dans le silence, ils font avancer leurs affaires à l'un et à l'autre. Quand ils auront conclu, ils se rencontreront en tête-à-tête devant les médias. Mais c'est lorsqu'ils auront conclu. Et là, on verra l'étendue de l'accord. L'Ukraine entièrement donnée aux Russes comme tampon finlandisé au sens de la Finlande de 1945-47 contre le Groenland, c'est possible. C'est possible. Une fois de plus, c'est l'Europe qui paye, mais ça n'a aucune importance. Elle n'existe plus. C'est sa sortie de l'histoire qu'on a vue ces derniers jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les Américains? Ils vont faire ce qui correspondra à l'accord qu'ils veulent avoir avec Poutine, en sachant que Poutine, lui, veut un accord avec les Américains. C'est la volonté des dirigeants russes depuis 1989. Depuis 1989, ils n'ont qu'une seule politique, l'accord avec les Américains pour arriver à faire la maison commune européenne avec les Européens. Ça, c'est leur ligne depuis 1989. Ils n'en ont pas changé. Alors, évidemment, quand on les attaque, ils ont le plan B qui est la Chine. Mais c'est pas le cœur de leur politique historiquement. Le cœur de leur politique historiquement, c'est l'accord avec les États-Unis pour pouvoir être intégrés dans la maison commune européenne, dans une confédération. Tout ça, ils l'ont dit, tout ça, ça a été dit, ça a été évoqué, et les Américains ont donné leur bénédiction en apparence, puisque très vite, ils ont étendu l'OTAN et montré que tout ça n'était pas possible. Et donc les Russes ont pas à pas essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'empêcher que tout cela devienne impossible. Et aujourd'hui, Poutine, il est dans cette même intention. Est-ce qu'on pourrait, là, on a Sacha Sudek qui nous écrit, mais d'autres nous ont écrit aussi des choses similaires, pour avoir des contacts en Ukraine. Sa moitié est ukrainienne. C'est de plus en plus mitigé. Beaucoup veulent que ça s'arrête, surtout ceux qui ont des proches au front. Je confirme, puisque je suis ça avec attention, depuis plus d'un an, à Lvov, ceux qui ont les neurones connectés comprennent très bien qu'ils ne récupéreront jamais l'Est de l'Ukraine. Et depuis, ils n'arrêtent pas de dire, mais on arrête ça, et nous, on se débarrasse de cette guerre. Il n'y a pas besoin de la continuer. Ça ne fait que nous coûter de plus en plus de chaque mois. Je ne sais pas ce que se disent évidemment les administrations du Kremlin et de Washington, mais une chose est sûre, c'est que maintenant c'est le 4e fois que filtre l'idée que peut-être le président d'Ukraine devrait être changé. Hegseth l'a dit ouvertement. Est-ce que les Américains ne préparent un rapide régime change à Kiev, dont ils ont le secret, et déboulonner Zelensky, qui visiblement a vraiment agacé Donald Trump? Ce serait la logique. Maintenant, une négociation, c'est une négociation. Je pense que le prix pour dégager Zelensky, le prix pour couper Starlink, le prix pour rapatrier à Naples tous les avions qui sont au-dessus de l'Ukraine, il est présenté sous la forme d'une note à Vladimir Poutine. Voilà. Starlink, ça coûte ça. Zelensky, ça coûte ça. Et les avions, ça coûte ça. Et Poutine dit, moi, je peux donner ça, mais ça, non, c'est trop. Donc c'est ça la discussion actuelle. Et on ne donne pas tant qu'on n'a pas eu la contrepartie. Trump, il fait du business. Si on ne comprend pas que Trump
c'est du business et pas de l'idéologie, on ne peut pas comprendre ses réactions. Pourquoi il dit un jour oui, un jour non, en apparence? Parce que dans le business, on dit d'accord, je te l'achète ta voiture. Et puis on dit non, non, j'ai vu l'autre, là, elle est mieux. Ah non, elle est mieux. La tienne, au fond c'est un taco. C'est un taco. Et puis alors, l'autre baisse le prix et on dit bon, je vais quand même prendre la tienne. Mais tu sais, l'autre était mieux. Hein. Mais bon, prendre la tienne. Et donc on achète. Donc c'est exactement cette forme-là qui permet de comprendre le discours de Trump. Il a dit de Zelensky que c'était un dictateur qui devait partir et faire des élections. On lui a demandé 3 jours plus tard, il a dit « j'ai dit ça aux questions suivantes ». Et puis ensuite, il l'a traité, comme vous avez vu, devant les caméras du monde entier. Voilà, c'est exactement comme la discussion avec un vendeur de voitures. Il nous écrit que du deal, c'est ça Trump. Pas de deal. Non. Pas en anglais en tout cas, ni en français. Je sais pas, je connais pas le mot, mais en anglais, non, il n'y a pas de... Merci Gilles pour tous ces éclairages et cette manière si acérée et précise, je dirais juste de voir les choses qui éclairent nos auditeurs. Merci à vous et on se donne rendez-vous, je crois, la semaine prochaine. Alors à la semaine prochaine. Vu les événements, il se passe des choses, effectivement, comme vous avez dit, il y a des semaines où il se passe des décennies, et c'est ce qui se passe exactement en ce moment. Merci à vous. Nous en saurons plus sur le sort du monde la semaine prochaine. Pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et on vous donne rendez-vous à demain pour la matinale. Et sur YouTube pour nos autres émissions. Merci à tous. Bonne journée.